Covid, guerre en Ukraine, politique internationale, nous avons vu juste. Alors que le système en place voit le pouvoir lui échapper et tente donc, par tous les moyens, y compris bancaires, de nous mettre des bâtons dans les roues, notre génération, loin d'être dans une posture de commentateur du déclin, est une jeunesse positive, ouverte sur le monde. Nous et vous, téléspectateurs de TVL, sommes en première ligne pour reprendre le pouvoir qui nous appartient. Mais pour cela, nous avons vraiment besoin de vous. Pour accroître notre puissance, dès maintenant, faites un don à TVL. Protégez et investissez dans une information libre et sérieuse. Et il y a 10 ans, le policier Michel Bach a été un des tout premiers à entrer dans la salle du Bataclan et sa scène d'horreur. 130 morts, 413 blessés. Aidé de Jean-Luc Riva, le Bacheux Michel raconte dans un livre coup de poing son itinéraire, celui d'un flic de terrain. C'est un ouvrage aux éditions Nimrod et qui est en vente bien sûr sur le site tvl.fr. Vous allez dans la boutique de TVL. Des cités jusqu'au Bataclan, un éclairage sur l'engagement et le vécu d'un flic de terrain en première ligne. Bonjour Michel Bach. Bonjour à vous. Merci de venir témoigner sur TVL. Vous commencez votre livre en évoquant vos origines modestes et une certaine éthique du travail. Et puis, avant de parler de cela, j'ai utilisé le mot Bacheux. Qu'est-ce qu'un Bacheux ? Alors un Bacheux, c'est un policier, je dirais même un flic. Parce qu'un flic, c'est quelqu'un qui rentre par conviction, qui est passionné, qui ne va pas compter ses heures, qui est vraiment au service de la population et qui va côtoyer en fait toutes les sphères sociales de la société. Vous commencez donc votre livre, je l'ai dit, en évoquant vos origines modestes, au nord de la France, et une certaine éthique du travail aussi. À quel moment vous avez su que vous vouliez devenir policier et non intégrer les jeunes moines bouddhistes de Shaolin ? Alors ça me fait toujours sourire, hein. C'est vrai que l'exemple des moines Shaolin, moi j'ai tout le temps été passionné par les arts martiaux. Donc c'est vrai que Shaolin, la rigueur de Shaolin faisait qu'à un moment donné, je me suis dit j'aime les arts martiaux, j'aime aussi ce côté rigoureux. Pourquoi pas Shaolin. Bon. Moine bouddhisme, vous avez 12 ans, c'est ça ? C'est ça. Un peu là. Donc bon, c'était vraiment orienté. Des spectateurs. Bon. Alors l'orientation, elle a été vite modifiée, entre guillemets. Bon, ça me fait sourire parce que c'est vrai que cet exemple-là, c'est rare qu'on me le mette en avant en premier. Cette orientation, en fait, elle s'est faite en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au début, orientation moine, après une orientation vers l'armée, parce que du coup, ayant une famille dont le grand-père avait servi dans l'armée en Indochine. Donc c'est vrai que le choix des armes s'est fait entre guillemets par l'intermédiaire de mon grand-père, qui était parachutiste, qui n'hésitait pas à me raconter ses campagnes diverses et variées, bercées sur des champs militaires. Donc forcément, la voie elle était presque toute tracée. Toute tracée. Qu'est-ce que soient vos affectations jusqu'à la BAC 75, NN comme nuit, vous avez toujours été sur le terrain volontaire et face aux dealers, et face aux casseurs, et face aux voleurs. Les exemples parfois sordides que vous évoquez démontrent que la décivilisation de notre société ne date pas d'hier, comme ne datent pas d'hier d'ailleurs les territoires perdus de la République. Tout à fait. Vous étiez aux avant-postes finalement. On était, cet exemple-là est déjà donné depuis des années. Aujourd'hui, on est en train de perdre nos valeurs, nos repères, que ce soit dans les quartiers populaires ou ailleurs. Aujourd'hui, on va dire les valeurs qui étaient amenées à nous bercer autrefois, aujourd'hui, sont vécues comme, je dirais, comme quelque chose de non conventionnel. Voilà, pas normal. D'incongru, exactement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd ses valeurs, on perd, j'ai même envie de dire pour aller plus loin aussi, hein, le côté, la sphère familiale aujourd'hui est détruite, nos valeurs sont détruites. Donc quel est le prochain rempart face à cette ingérence, cette barbarie qu'on peut voir aujourd'hui dans nos quartiers ? Quand vous voyez cette barbarie aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris parce que vous l'avez vécu en amont ? Oui. Avec la même violence ? Même violence. Oui, là je prends l'exemple des Tarterets, je prends l'exemple de Grigny, la Grande Borne, ou Grigny 2, enfin bref, que ce soit les quartiers du 91, du 93, aujourd'hui cette violence elle est toujours là. Les trafics de stupéfiants sont toujours aussi présents, donc rien n'a bougé, j'ai envie de dire. Au contraire, ça se
ça se renforce et c'est de plus en plus visible et de plus en plus présent. J'avais envie de vous poser comme question ce qui vous a le plus surpris ou choqué lors de toutes ces années dans la police. Et j'ai trouvé deux aspects, si vous permettez, pour ma part, à la lecture de l'ouvrage, deux aspects sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, je suis assez frappé par le manque de fraternité entre policiers dans la grande maison. Ça va même culminer dans l'épisode du Bataclan, hein, de manière assez sordide là aussi. Et une police systématiquement obligée de justifier à la hiérarchie ses faits, ses gestes. Et quand on est spécialiste des arts martiaux comme vous et que l'on sait se servir de ces points, eh bien, c'est souvent dangereux pour le policier lui-même. C'est souvent dangereux, mais alors, je peux comprendre le fait qu'il y ait besoin de garde-fous. Aujourd'hui, un policier qui est sur le terrain a une certaine autorité judiciaire, il représente l'État face à une problématique terrain. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des situations de contrôle et qu'on veuille, entre guillemets, brider et contrôler cette action, cette force publique. Maintenant, trop de contrôle fait qu'à un moment donné, ça bride aussi l'action de police sur le terrain. Donc j'ai envie de dire, dans le cadre d'actions fortes, à partir du moment où les ordres sont donnés, l'action elle est menée à bien, comme il faut, et surtout, j'ai envie de dire, l'ordre républicain est rétabli. Donc c'est surtout, voilà, c'est... là, je prends l'exemple de différents maintiens de l'ordre qui ont pu être faits à l'époque. Quand on est amené à avoir les bons ordres, le calme, il est rétabli rapidement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une question d'ordre, c'est une question politique, c'est une question de volonté, tout simplement. À partir du moment où on a la volonté, on peut tirer sur les bons leviers pour établir... Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient, par exemple, qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer l'armée dans les zones sensibles et que la police, on lui laisse faire son travail, pourra rétablir l'ordre ? Alors tout à fait. L'armée aujourd'hui a son champ d'action. La police a le sien. À partir du moment où, effectivement, les ordres sont donnés, il ne faut pas oublier que la police, en fait, a une fonction aussi judiciaire, ce qui n'est pas le cas de l'armée. D'ailleurs, ça a été question aussi le jour de l'attaque du Bataclan, où les militaires ont été sollicités et n'ont pas pu intervenir comme ils le souhaitaient ou comme il le fallait. Enfin bref, aujourd'hui, cette question reste encore en suspens. Mais quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui, la police, elle peut faire son travail si on lui donne les moyens, que ce soit les moyens matériels ou qu'il y ait une réelle volonté politique avec une vraie action judiciaire. J'évoquais la fraternité d'armes, vous n'avez pas répondu. C'est important parce que on se dit, quand vous rejoignez la BAC 75, qu'il faut, pour que ça fonctionne, que se forge un esprit d'équipe, une unité d'équipe pour des missions qui sont aussi exposées. Et quelquefois, je n'ai pas ce sentiment-là. Je dirais, en unité, c'est un petit peu comme dans la famille. Quelquefois, il y a des hauts, quelquefois, il y a des bas, en fonction des affinités qu'on peut avoir avec les collègues. Cette affinité, elle est là, surtout dans les moments forts. Tous mes collègues à qui je suis intervenu au Bataclan, enfin, pour beaucoup d'entre eux, on est resté avec des liens forts avec eux. Parce qu'on a vécu une situation qui est particulière, qui fait que ces liens se sont renforcés. Après, voilà, c'est comme dans toute famille, il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des incompréhensions, mais avec le temps, je pense qu'on arrive à... Et ça dépend aussi beaucoup du patron. Je crois que le commandant, quand il change, des fois l'esprit... la politique aussi, oui. La nature change. Oui, c'est ça. C'est en fait quand on est amené à changer, entre guillemets, de commandant d'unité, de commissaire de police, de cadre, on va dire, de policiers encadrants, effectivement, il peut y avoir cette problématique d'orientation de doctrine, d'orientation, en fait, pareil, avec une vision qui peut être différente. C'est vrai. Ah, il y a un autre élément qui traverse l'ouvrage, c'est le ressentiment perceptible d'une partie des politiques ou du système médiatique à l'égard de la police. Vous avez connu le saccage des Champs-Élysées en juin 2014, déjà, et vous l'évoquez, l'affaire Naël et les semaines d'émeutes, et vous dites à chaque fois, finalement, la police, c'est elle la cible. La police est la cible. En fait, je pense, en parlant avec... aujourd'hui, il y a une réelle incompréhension il y a une rupture entre la police et sa population. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a perdu ce côté dialogue, tout simplement. Et pour revenir à vos propos, j'ai perdu les propos, c'est très bien.
En venant, mes propos ils sont simples, je vous les rappelle. Est-ce que finalement, vous n'en voulez pas aux politiques et aux médias de leur comportement à l'égard de la police? Voilà, faisons simple. Aujourd'hui, les policiers qui interviennent sont des personnes qui interviennent par conviction. Ils ne se sont pas levés un matin pour dire, voilà, je vais aller casser du jeune dans tel quartier. Ils sont vraiment là pour protéger et servir. Vous prenez n'importe quel policier, quand il est rentré, c'est pour ça. C'est pas pour la paye, c'est pour les diversités des missions, c'est pour le fait d'aider. Sur toute ma carrière, j'ai dû mettre 4 contraventions sur 20 ans. Parce que je ne suis pas rentré dans la police pour mettre des contraventions. Je suis rentré dans la police pour aider ma population, donc par différents moyens. Aujourd'hui, quand on prend l'exemple du saccage des Champs-Élysées à multiples reprises, c'est pas nouveau, je l'évoque dans le livre. Là encore récemment, on a eu encore la même chose. C'est quoi le problème, j'ai envie de dire? Pourquoi? La sonnette d'alarme a été tirée depuis des années. Pourquoi aujourd'hui ça continue? Pourquoi ça continue? Pourquoi ça continue? Et moi, je me pose toujours la question. Si à un moment donné, il n'y a pas cette volonté politique, si à un moment donné, il n'y a pas cette possibilité de sanction, il faudrait que la magistrature, à un moment donné, se réveille et fait pourquoi elle est là. Prenne en compte, mettre en place des sanctions, en sanctions adaptées par rapport à ce qui est commis. Aujourd'hui, il y a le sentiment d'impunité qui continue dans le temps. Donc je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est un cas. Voilà, c'est concret, c'est là, c'est visible. Donc maintenant, je pense que le politique qui prendra à bras-le-corps ces problématiques, il va rétablir l'ordre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un policier qui s'appelle Florian, c'est celui qui a tué Naël Merzouk. Florian est ancien militaire, il a servi en Afghanistan, il a été même médaillé au sein de la police pour acte de courage et de dévouement, et il va être traduit devant la cour d'assises pour meurtre. Comment vous réagissez, vous, à cette annonce? Alors, je vous avoue que pour moi, c'était une grosse déception. Déjà, je soutiens complètement mon collègue. Dans la même situation, j'aurais été amené à faire exactement la même chose. Aujourd'hui, la grosse problématique, c'est qu'il y a eu une implication à la fois médiatique, une prise de position médiatique, une prise de position politique, qui fait aujourd'hui, limite, avant même que l'affaire soit analysée, décortiquée, tout de suite le policier il est mis sur le plan, il est mis en situation de mise en cause à coupable directement, sans même... en fait, il est victime d'un jugement populaire, entre guillemets, traduit par les médias en particulier. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pris ce recul. Dans cette même configuration, on a donc du coup un policier qui est donc du coup dans l'empattement du véhicule, le canon donc du coup posé sur le pare-brise. Alors, d'un point de vue purement professionnel, moi personnellement, je vois aucune faute. En plus de ça, il y a un article qui prévoit le fait de stopper une embarcation à partir du moment donc du coup elle a commis différentes actions. Elle a mis en danger donc la course-poursuite quand même, elle a duré 20 minutes. Elle a duré 20 minutes avec donc du coup des piétons qui ont été obligés de se jeter sur le bas-côté au risque d'être écrasés et percutés par le véhicule. Aujourd'hui, ces motards donc du coup arrivent à stopper le véhicule qui n'obtempère pas directement. Il s'arrête parce qu'il est bloqué dans le flot de circulation. Ces policiers qui mettent en place une triangulation autour du véhicule, un policier qui tente d'arracher la ceinture de sécurité, l'autre donc du coup qui fige la situation avec son arme. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il se trouve à même pas 80 cm d'un mur et d'un bloc de béton qui est juste devant. Donc, le tout mis bout à bout, donc oui, certains vont dire qu'il n'y a pas de légitime défense, pour d'autres vont dire oui, on peut évoquer le 435-1 du code de sécurité intérieure, qui permet donc du coup de faire usage des armes pour les policiers. Pourquoi aujourd'hui cet article est remis en cause, alors qu'il a été fait au départ pour stopper je ne comprends pas. Pour moi, c'est une sidération et je me joins à beaucoup de collègues policiers qui sont complètement sidérés de voir que les collègues sont traduits aujourd'hui en cour d'assises pour ce fait. Vous l'expliquez d'ailleurs dans le livre, vous entendez des fois des politiques qui disent il ne faut pas tirer dans la voiture, il faut tirer dans les pneus, et vous répondez tout ça, c'est celui de l'Assemblée nationale. Ils n'y connaissent rien. En fait, il faut savoir que d'un point de vue balistique, que vous tirez... Alors déjà, c'est extrêmement compliqué de tirer dans des pneus en mouvement, dans un véhicule en mouvement, que ce soit viser le radiateur, viser les pneus du véhicule. Il ne faut pas oublier qu'en termes de balistique, généralement, les policiers donc, du coup, sont équipés d'armes de poing,
c'est du 9 mm. D'un point de vue puissance, perforation en fait, de la munition, c'est pas de ce qu'il y a de meilleur. Bon, après, ça suffit pour leur mission au quotidien, mais c'est impossible. En plus, un policier, il a quelques secondes, voire une seconde, pour analyser une situation, mettre en place un schéma tactique et trouver la bonne réponse adaptée, donc la réponse graduée, hein, en utilisant la force strictement nécessaire. Aujourd'hui, le policier, il se retrouve confronté donc du coup à analyser entre guillemets le cadre légal, mettre en place son plan d'action. Donc, je vais parler d'actes, analyse, cadre légal, technico-tactique. Donc, l'analyse, une seconde. Ensuite, le cadre légal dans lequel je suis, voilà, une seconde. En gros, en 2 secondes, il doit prendre la décision. Qu'est-ce que je fais ? Un politique, il a le recul. Il est tranquillement en train de lire un rapport dans son fauteuil, en buvant peut-être un petit café, et il va dire derrière, oui, le policier aurait dû faire ceci ou aurait dû faire cela. Le peu de politiques qui ont suivi les policiers sur le terrain ont pu constater la difficulté qu'ont les effectifs en compagnie d'intervention, les difficultés qu'ont les BAC, ou même les groupes d'intervention ou la police judiciaire. Quand ils se retrouvent à courir après des casseurs dans tout Paris, quand ils se retrouvent au milieu limite d'une guerre civile, ils se rendent compte à quel point, en fait j'invite tous les politiques à accompagner et à suivre des unités de terrain. Aujourd'hui, ils se rendront compte de la difficulté de faire respecter l'ordre, de mettre en place, donc de faire respecter le cadre légal. J'ai eu l'occasion par le passé d'animer des séances d'entraînement au profit de magistrats, de jeunes magistrats, ou des jeunes étudiants aussi de différentes grandes écoles. Et je les mettais dans une situation avec un système vidéo, je les mettais dans une situation de légitime défense. Donc ils étaient équipés comme un policier, avec une arme à la ceinture. Donc c'est un simulateur, hein, mais qui va occasionner les mêmes réactions, donc, dont même la douleur. Hein. Enfin, ils avaient une ceinture de stress, et dans la plupart des cas, que ce soit le magistrat ou le jeune étudiant en école de droit, se retrouver, entre guillemets, dans la situation, dans un contexte de légitime défense, mais non appliqué. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait légitime défense, il faut qu'il y ait un acte injustifié, réel et actuel. À partir de là, vous pouvez effectuer un acte de défense si c'est simultané, proportionné et nécessaire. Et souvent, ils se retrouvaient dans une situation où c'était pas forcément proportionné, c'était pas forcément nécessaire. Ils ont fait usage de l'arme, mais peut-être trop tôt, trop tard. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ils seraient passés en cour d'assises ou devant une juridiction judiciaire quelconque, ils seraient mis en cause. Donc en fait, idéalement, voilà, j'invite tous ces politiques, tous ces magistrats à venir sur le terrain, voir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est des interprétations. Et ça, je le dis avec force. Mais voilà, à un moment donné, il faut rétablir les choses, il faut dire les choses. Et d'ailleurs, cet ouvrage, c'est ça. C'est aujourd'hui, pour moi, c'est un cri du cœur. C'est une manière de servir autrement. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que je ne pourrais pas faire mieux, mais aujourd'hui, on peut faire bouger les lignes. Mais... Je voudrais évoquer maintenant une partie importante du livre, c'est le soir du 13 novembre 2015, je l'ai dit, il y a 10 ans. Vous êtes parmi les policiers à entrer dans le Bataclan, parmi les premiers. Comment vit-on un tel moment, non pas en tant que héros abstrait, mais comme être humain présent sur place, alors que les terroristes sont à ce moment-là toujours présents et tirent à partir du balcon. Comment vit-on cela, humainement ? Alors, humainement, pour faire une analyse, une introspection dans ce que j'ai ressenti à l'instant T, bizarrement, j'étais prêt. Alors bizarrement, je me suis entraîné pour ça. À l'époque, je préparais les tests RAID. Et donc physiquement, j'étais prêt. J'avais participé au championnat du monde peu de temps avant dans différents sports de combat. Donc j'étais prêt psychologiquement, j'étais prêt. Mais ça n'a pas empêché que j'ai traversé différentes phases. Une phase prêt à combattre, avec ce côté acceptation de la mort, parce que du coup, je prends quand même le temps d'envoyer un petit SMS à ma famille. Voilà, je vous aime, parce que je pensais vraiment que j'allais y passer ce soir-là. Ensuite, je suis passé sur, quand on rentre dans l'entrée, que je pousse la porte battante, le bouclier qui se met dans la porte, et quand je vois cet enfant, du coup on peut le découvrir dans le livre, cet enfant qui est derrière la porte dans les bras de ses parents,
là où je passe en phase de sidération, où j'étais complètement sidéré et bloqué pendant quelques secondes sur moi-même. Et pour repasser sur le spectre, en fait, il y a eu un enchaînement en fait de ressentis, d'émotions, de sentiments, cette envie de combattre, cette envie donc du coup sidérée et figée, un peu comme la biche au milieu de la route, qui est éblouie par les phares d'un véhicule qui arriverait. Je me suis retrouvé donc du coup à passer dans ces différentes phases, et je crois que la phase après qui a été omniprésente, c'était celle prêt à combattre, prêt à aller jusqu'au bout, au bout de l'engagement, et comme mes collègues en fait, hein, tout simplement. Enfin, aussi bizarre que ça puisse être, tous les collègues ce soir-là ont fait leur job en fait, à différents niveaux. Chacun, on s'est tous complétés, à différentes heures, oui, mais on s'est complétés. Et je ne peux pas dire que ce soit par le biais des ordres qu'on pouvait avoir à la radio, parce que du coup c'était tellement saturé qu'on n'entendait rien. Et en plus de ça, il fallait savoir qu'on allumait, qu'on éteignait la radio pour savoir un petit peu ce qui se passait, mais aussi pour ne pas être identifié en fait être géolocalisé entre guillemets dans le bâtiment. Donc c'est vrai que le tout mis bout à bout fait que on va passer par différentes phases. Et la dernière qui est restée, sur laquelle je suis encore un peu aujourd'hui, c'est ce côté très en colère et ce côté un petit peu encore combatif, dans la volonté en fait de faire mieux. À l'époque, on s'est débrouillé, mais aujourd'hui, on peut aller encore plus loin dans la démarche. Donc c'est toujours dans ce cadre-là. Alors, vous le racontez de manière pudique, une expérience qui est bien évidemment sans doute traumatisante. Vous écrivez « L'enfer a un nom, Bataclan ». Et qu'est-ce qui vous a permis de tenir, c'est-à-dire en fait de revenir sur le terrain? Je me suis dit, est-ce que c'est le simple fait, par exemple, d'assister au procès, ensuite de témoigner? Est-ce que c'est ça qui vous a raccroché? Comment on revient de cette expérience-là? Je pense que moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'est mes proches. C'est mes proches, c'est ma compagne, c'est mes enfants, c'est tout ça en fait. C'est la famille qui était là et qui m'a fait prendre conscience de comportements que je pouvais avoir à l'instant T. C'est aussi l'échange avec mes camarades, mes collègues. Et bizarrement, ça a été aussi parce que durant cette phase-là, moi je l'ai vécu d'une certaine façon. J'ai d'autres collègues qui l'ont vécu différemment. Certains sont tombés dans l'alcool, addiction au jeu, un petit peu délaissés. Et à un moment donné, ce qui s'est passé aussi, c'est au sein de l'unité, entre nous, on s'est soutenus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas eu l'occasion de voir un psychologue tout de suite, mais entre nous, en fait, on s'est improvisé psychologue. Donc moi, à l'époque, je me suis fait presque même aussi porte-parole pour expliquer à ma hiérarchie que j'avais des collègues qui ne se sentaient pas très bien et qu'il serait bon ton de pouvoir les entendre. Dans cette horreur absolue, il y a, j'allais dire, des phénomènes dérisoires, mais qui existent, par exemple les dysfonctionnements, ça c'est parfaitement clair, mais aussi les querelles internes à la police. En fait, la difficulté de la BAC de faire reconnaître le travail qu'elle a effectué, par exemple. Vous expliquez, on enlève les badges de la BAC pour mettre ceux de la BRI aux collègues, de façon à s'attribuer la paternité de l'intervention, si j'ose dire. Alors, ce qui était compliqué sur cette intervention-là, c'est qu'effectivement, j'ai vu des comportements, j'ai entendu, j'ai vu et constaté, hein, d'ailleurs, certains comportements qui n'avaient pas lieu d'être ce jour-là. Effectivement, on parle d'écussons qui ont été enlevés. Donc, effectivement, moi, je l'ai relevé, mais pas que, parce que du coup, c'était relevé aussi au tribunal. C'était relevé aussi dans un livre qui s'appelle BI, donc faisant entendre en fait la brigade d'intervention de Paris. Cette intervention-là, en fait, elle s'est faite. C'est une synergie en fait de plusieurs unités qui ont travaillé dans le même sens. Sauf que pour une raison que j'ignore, à un moment donné, en gros, c'est un film en quatre volumes. Intervention de la BAC 94 nuits, qui va créer un point de fixation. Intervention donc du coup de la BAC 75, donc commissaire de police avec son équipier, qui font une action de feu, qui neutralise l'un des terroristes. Dans la foulée, le reste de la colonne BAC 75 qui va sécuriser et sanctuariser la fosse jusqu'à l'entrée des étages. Ensuite, des effectifs de la BI, de la BRI et aussi du RAID qui seront amenés donc du coup à intervenir à l'étage. Donc, là où on pense qu'il y a encore les terroristes. Là où il y a encore les terroristes. Il faut savoir que dès le début, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas combien ils sont, on ne sait pas où ils sont, on sait juste qu'effectivement, ils sont encore plusieurs. Donc on nous annonce 3 encore, présents dans les lieux.
Quand on rentre dans le Bataclan, juste avant de rentrer, on a les ricochets des munitions qui ricochent sur le sol, on voit les étincelles en pleine nuit, et c'est là où on va rentrer. Donc on sait qu'il y a quelqu'un dedans. Notre commissaire et son équipier se sont donc du coup postés à l'entrée du bâtiment, et quand on arrive, il nous dit effectivement, ils sont en train de tuer tout le monde, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas combien ils sont, mais il faut y aller. Oui, ça fait réfléchir. Enfin, ça fait réfléchir. On sait à quoi s'attendre quand on y va. Donc c'est vrai que... Oui, ça reste dur. Ça reste dur. Je comprends bien. Vous avez toujours évoqué, on va parler autre chose comme ça, haut et fort, vos considérations personnelles sur l'institution policière. Vous l'avez fait savoir à nombreuses fois à votre hiérarchie. La priorité pour vous, ça reste l'amélioration, la formation dans la police. C'est votre esprit de formateur, finalement, qui s'exprime là. Oui, puis j'ai envie de dire, la formation, c'est bien, mais en fait, la formation, c'est une graine qu'on va planter dans l'esprit, en fait, du stagiaire. Mais là, je le dis au sens large, hein. Quand vous allez à l'université, le professeur va mettre une graine dans votre tête et ça va germer et ça va se retranscrire sur un terrain, sur un métier. Un policier, c'est pareil. Si à un moment donné, sa formation n'est pas complète ou pas adaptée au terrain, il va y avoir peut-être des manquements à cause de ça. Hein. Aujourd'hui, la formation en gestion de conflits en situation dégradée, des formations en secours tactique. Aujourd'hui, je vais faire une retranscription sur ce qui est visible dans le civil et ce qui est visible dans l'institution. Aujourd'hui, le Code du travail impose à toute société l'obligation d'information, de protection et de formation, protection. C'est bien, j'ai perdu mon formation, protection et information de leurs salariés. La même chose, le code s'applique aussi pour la police. Obligation d'information, de protection et d'information de leurs salariés. Sauf que vous allez avoir, par exemple, dans le privé, effectivement, des formations en secourisme, en sécurité incendie. Donc, c'est des formations obligatoires, qui vous permettent de travailler correctement. Donc, dans le cadre d'un DURP, je rentre dans les détails, mais dans la police, c'est la même chose. Sauf que, au niveau police, quelquefois, ça peut être mis de côté à cause des nécessités de service. Donc, peut-être que, c'est ce que j'évoque aussi dans le livre, il serait intéressant de faire un petit peu comme à l'armée, c'est-à-dire avoir un temps d'entraînement qui est tout le temps normé et figé, ou comme les sapeurs-pompiers. Prenez l'exemple des pompiers, ils ont tout le temps une phase d'entraînement, une phase opérationnelle où ils vont intervenir, et une phase, on va dire, de repos. Voilà. Donc effectivement, la formation est indispensable, elle doit être adaptée aux policiers. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je prends l'exemple du secours tactique opérationnel, c'est peut-être l'une des formations à mettre en avant le plus possible. Je prends l'exemple d'un garde du corps civil. Un garde du corps civil a l'obligation de faire 18 heures de secourisme tactique, en plus des 14 heures de secourisme lambda. C'est-à-dire qu'un jeune garde du corps qui rentre en formation, il va faire 18 heures plus 14 heures. Ça, c'est juste pour la partie secourisme et secourisme opérationnel, donc en situation dégradée. Un policier, il va faire du PSC1, une journée de formation. Et après, peut-être qu'il va revenir en formation, faire du secourisme en intervention qui va durer quelques heures. Donc, de mémoire, enfin en tout cas à l'époque, il me semble que c'était 6 heures de formation en plus. Bon. Vous voyez, en civil, aujourd'hui, on en a plus. Enfin bref, c'est pas suffisant. Il y a plusieurs axes sur lesquels vous revenez. Il suffit d'acheter et de lire Itinéraire d'un flic de terrain. Michel Bach, avec votre expérience, que diriez-vous à un jeune qui veut entrer dans la police aujourd'hui? Renonce et fais-toi moine bouddhiste Shaolin? Alors, enfin, j'ai envie de dire, je pense que la police ou la gendarmerie ou ces métiers-là, je vais même prendre le sens large, le métier des armes, c'est un métier dans lequel on rentre par conviction, parce qu'on croit en des valeurs, parce qu'on croit en ce qu'on fait, et donc je lui dirais vas-y fonce, mais fais attention où tu mets les pieds, parce qu'aujourd'hui le chemin est plein d'embûches. Et je pense que ces métiers des armes, où on sert, parce que du coup c'est une manière de servir, hein, quand je parle de service, pour moi en fait il y a 3 grosses branches. En gros, la sécurité publique, la sécurité privée, les services de secours. Tout ça, c'est des professions en fait, qui sont au service des autres. Donc en fait, si tu veux servir, tu as multiples possibilités. Sers, fais attention à toi.
Et regarde où tu bon mets les courage. pieds, j'ai Et bien voilà. compris. Merci beaucoup Michel, Merci à de vous. ce témoignage.